Bonjour, on se retrouve pour le premier live donc de Tendance Crypto. Donc on va commencer cette chaîne Twitch aujourd'hui. Je vais essayer de vous présenter un programme dans les prochains jours pour vous présenter un certain nombre de d'émissions plutôt thématiques. Donc le lundi, je pense que je vais faire comme aujourd'hui, c'est-à-dire une émission plutôt généraliste pour un peu présenter quelques nouvelles et l'état du marché. L'idée effectivement étant aussi que cette émission soit vraiment reliée au blog Tendance Crypto, donc je reviendrai sur un article que j'ai publié hier. Alors au niveau de l'état du marché, donc on est redescendu sous la barre des 17 000 dollars. En fait, on est quand même dans une période vraiment calme depuis quelques semaines et on pourrait dire presque heureusement si on se met effectivement sur un mois. On voit bien qu'on n'a quasiment pas bougé depuis euh, voilà l'équivalent donc il y a un mois on était descendu un peu sous les 16 000 mais effectivement on reste autour des 17 000 hein. Si on regarde sur 3 mois on voit bien que on a donc depuis début novembre décroché, on avait réussi à revenir au-dessus hein, des 20 000 dollars et on a à nouveau décroché donc jusqu'à 17 000 et si on dézoome encore plus, voilà, on voit qu'effectivement on est dans une série de paliers, de plateaux. On avait effectivement ce plateau de 20 000 hein, qu'on avait espéré garder donc malgré ce qui est arrivé au mois de mai avec le Luna et l'UST. Malheureusement, l'épisode FTX a fait qu'il y a eu un nouveau décrochage moindre que celui du mois de mai, mais effectivement qui a fait chuter cette résistance du 20 000 dollars. Pour ceux qui suivent mon Twitter, vous savez que j'ai commencé depuis un mois une sorte d'expérimentation, hein, de proposition finalement d'achat régulier de crypto hein, pour ceux qui veulent faire du DCA. Et pour ma stratégie en DCA, en fait, je considère que je vais continuer à acheter un certain nombre de crypto-monnaies tant qu'on n'a pas dépassé cette barre symbolique des 28K, hein, quand on était effectivement dans cette descente. En fait, on considère qu'effectivement c'était vraiment la résistance sur laquelle il, qu'il fallait rebondir et en considérant qu'il y avait trop de volume d'achat arrivé aux 20 000. On voit bien qu'effectivement ça n'a pas eu lieu et que maintenant effectivement c'est plutôt autour des 14-12 000 dollars qu'on pense qu'il y a la résistance ultime. On verra effectivement si ces pronostics sont bons et donc moi pour ma stratégie je vais repartir de cette résistance et je vais considérer que tant qu'on est là entre les deux, eh bien, on ne peut qu'être gagnant sur le moyen et long terme. Donc, on verra pour l'instant sur le premier mois, j'ai été perdant hein, puisqu'il y a eu entre deux la chute du FTX. Donc, je verrai effectivement sur le mois de décembre si je continue à être perdant ou non. Alors, après l'état du marché, donc je voulais parler effectivement d'Arbitrum. Arbitrum qui est sans doute, malgré effectivement cette période vraiment morose, peut-être l'écosystème le plus dynamique. J'aurais pu parler aussi d'Optimism, hein, qui est peut-être le deuxième système le plus dynamique, mais on voit bien, hein, là je suis sur Defilama, que si on regarde au niveau TVL, on n'est pas dans la même comparaison, il n'y a pas évidemment la même chose entre Optimism et Arbitrum. Alors, Arbitrum, c'est quasiment le seul avec un peu fantôme, je reviendrai un autre jour, qui est en positif. Et évidemment, pourquoi j'en parle? Parce que Arbitrum vient de passer au-dessus de Polygon dans le classement des filaments en termes de TVL, hein. Je rappelle TVL, donc c'est justement la valeur qui va être loquée sur les protocoles de l'écosystème. Alors, attention, le classement de Defilama est
Voilà, ils font des choix sur un certain nombre sur le calcul de la TVL. Pourquoi je dis ils font des choix? Parce qu'évidemment, il peut y avoir des protocoles qui fonctionnent sur plusieurs couches. On va poser la liquidité sur un protocole, on va ensuite récupérer un token dépôt qu'on va pouvoir peut-être redéposer sur d'autres protocoles, etc. Et donc, Defilama essaye d'être très strict pour ne pas compter deux fois de la liquidité, puisque si on dépose le token dépôt, en réalité, on ne dépose pas une nouvelle liquidité euh, sur un autre protocole. En fait, on utilise la même. Donc, ils font très attention à ça, et donc, c'est pas grave qu'on peut avoir l'impression que la valeur loquée est moins que si on prenait l'addition de toutes les valeurs annoncées par les protocoles. Et c'est aussi pour ça que des fois, donc en fait, ils corrigent leurs calculs, et donc on voit que certaines blockchains qui étaient pourtant assez hautes redescendent de leur classement de manière quasi euh, immédiate. Alors ce n'est pas parce que finalement, voilà, tout d'un coup, tout le monde est parti, mais c'est parce que le calcul a changé. Donc je reviens sur Arbitrum. Donc évidemment, tout le monde, une des raisons de ce dynamisme, c'est que beaucoup de personnes attendent l'airdrop, Silga airdrop d'Arbitrum, et donc évidemment utilisent la blockchain, les protocoles de la blockchain pour pouvoir justement être éligible à cet airdrop. Alors si on regarde les projets les plus dynamiques, donc évidemment hein, le projet donc produit dérivé GMX donc présent sur Arbitrum et Avalanche qui est donc le plus dynamique, hein. On est vraiment sur une narrative hein, perp depuis quelques temps. Il y a de plus en plus de projets sur plein de blockchains qui justement utilisent les perps. Alors la raison est simple, c'est que déjà au niveau de la régulation, il est plus difficile pour les utilisateurs non traders d'utiliser les perps sur certains échanges centralisés. Je pense en particulier à Binance pour les utilisateurs français, et aussi de par l'épisode FTX évidemment qui fait qu'il y a une méfiance accrue vis-à-vis des échanges centralisés. Donc ça, voilà, la régulation plus le scandale FTX fait que beaucoup d'utilisateurs vont plutôt sur les protocoles décentralisés pour utiliser les produits dérivés et en particulier les leviers. Donc c'est aussi pour ça que GMX, mais il y en a plein d'autres, justement, ont vraiment le vent en poupe en ce moment. Après, si on regarde les autres projets qui ont le plus de TVL, on voit bien qu'on a un certain nombre de projets qui sont là plutôt des projets phares sur quasiment les plus grandes blockchains EVM, hein. Je pense effectivement à Uniswap hein, qui s'est longtemps contenté en un sens d'être sur Ethereum et qui s'est développé sur un certain nombre de layer 2, donc Polygon, Arbitrum, Optimism et maintenant donc en plus Celo, et on a SushiSwap, un Stargate donc qui permet effectivement le bridge entre un certain nombre de blockchains, Curve, euh, Synapse et Aave. Voilà, donc on a là effectivement ce sont des protocoles hein, qui ne sont pas spécifiques à Arbitrum. Mais ce qui montre bien le dynamisme de ce réseau, c'est qu'on voit que juste après, on a un certain nombre de protocoles qui justement donc spécifiques à Arbitrum hein, qui commencent vraiment à monter au niveau de la TVL. Donc en DEX et Lending, hein, ceux qui ont le plus de TVL, c'est Swapfish et Radiant. Radiant, j'avais fait un article donc dessus lors de sa sortie cet été. Je renverrai donc quand je ferai le replay que je mettrai sur YouTube, je mettrai le lien en description. Swapfish, donc que ce soit Swapfish, Camelot, Shell Protocol, donc les decks, j'avais fait donc un fil Twitter dessus. Je remettrai aussi le lien du fil Twitter sur les principaux decks sur Arbitrum. Donc on voit bien qu'effectivement ici il y a un certain nombre de projets, et ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment des projets au niveau de la finance décentralisée assez novateurs.
autant dans leur gestion de la liquidité, autant dans les revenus donc qu'ils vont distribuer par rapport au possesseur du token, autant aussi dans la manière de construire leur protocole. Je pense par exemple à Camelot qui en fait présente plus qu'un DEX, mais une sorte quasiment de framework sur lequel finalement les autres projets peuvent construire la gestion de leur liquidité et la manière de récompenser par une série d'incentives finalement ceux qui vont apporter la liquidité, les holders du token, etc. Donc voilà, on a effectivement vraiment des projets qui essayent d'innover, de ne pas simplement forquer un certain nombre de DEX déjà existants. Et pareil pour Radiant qui va utiliser la technologie donc Stargate pour faire du cross-chain, c'est-à-dire qu'on puisse déposer du collatéral sur une blockchain et ensuite emprunter sur une autre. Voilà, donc on va avoir quelque chose de très novateur pour pouvoir justement éviter le gros problème finalement de la finance décentralisée actuellement, c'est-à-dire la fragmentation de la liquidité entre les blockchains. Donc ça c'est pour l'aspect effectivement Arbitrum et donc finance décentralisée. Alors euh, pour, euh, pour continuer sur les Layer 2, je voulais donc passer sur une news qui concerne plutôt Polygon, hein, puisque Polygon est passé en troisième position au niveau de la finance décentralisée. Ça reste néanmoins un, un réseau très très actif et la particularité, on pourrait dire, de Polygon, c'est finalement d'arriver à attirer un certain nombre d'entreprises qui ne viennent pas du Web3. Alors, si on compare avec Arbitrum, on voit bien que Arbitrum, c'est encore un réseau assez jeune, c'est-à-dire qui arrive à attirer par son innovation les capitaux qui sont déjà dans le Web3. Donc des investisseurs qui veulent justement utiliser les outils de la finance décentralisée, aussi beaucoup des gains qui veulent effectivement euh, bénéficier du fait d'être early dans son de protocole pour avoir les rendements les plus intéressants. Sur Polygon, on est vraiment dans une optique maintenant différente, on est passé à une autre phase finalement. L'idée c'est d'arriver à attirer les entreprises qui viennent de la finance traditionnelle pour leur montrer justement tout l'intérêt d'arriver sur le Web3. Et donc Polygon fait un certain nombre de partenariats. Parmi les derniers, on avait eu Disney, on avait eu aussi Starbucks, et là on a un partenariat qui va se concrétiser dès le mois de janvier avec la Warner. Donc il va y avoir la plateforme LGND Music qui va être lancée, qui va utiliser les NFT. Donc justement dans la musique, on va avoir des NFT musicaux. Alors c'est pas le seul projet qui va allier NFT et musique, hein. Spotify fait déjà des expérimentations, alors non pas pour lancer des NFT musicaux. Pour Spotify, l'idée c'est justement pour les artistes de pouvoir proposer via des NFT un peu du merch justement à sa communauté pour pouvoir effectivement créer un véritable lien entre les artistes et la communauté à l'intérieur de la plateforme. Là, on est sur une optique différente. Pour l'instant, ça reste très flou, mais l'idée effectivement, c'est d'avoir des NFT musicaux. Donc, on ne sait pas encore effectivement si ils vont proposer un système d'achat, aussi de streaming, de location à temps limité. Il faudra effectivement l'utilisation. Je pense qu'effectivement, ça sera un essai, donc qui va sans doute devoir évoluer. On est encore au tout début, mais effectivement, il y a beaucoup de projets. Je parlais de Spotify, mais justement, c'est autant on a connu les NFT plutôt comme collectible visuel qui a permis finalement à un certain nombre d'artistes de l'art digital de trouver un moyen de rémunération qu'ils n'avaient pas avant. Là, effectivement, sur la musique, il y a beaucoup de musiciens qui sont intéressés parce que ça peut être aussi un moyen de récupérer une sorte de pouvoir sur leurs œuvres qui permettrait effectivement un financement
euh, hors grande plateforme de streaming. Bon, là, on voit bien qu'effectivement, les plateformes de streaming essaient de se positionner, mais je pense effectivement que ça peut bousculer l'économie, l'industrie musicale euh, à long terme, au moins. Donc, expérience à suivre, hein, ce sera quand même bientôt, hein, dans quelques semaines, puisque dès janvier 2023, on va avoir donc LGND Music. Donc ça montre bien qu'effectivement Polygon est loin d'être mort, hein. Tout le monde de toute façon attend le lancement donc du ZK de Polygon pour que enfin techniquement Polygon soit vraiment un layer 2, hein. Même si on parle de Polygon comme layer 2, techniquement ça reste une side chain d'Ethereum. Donc le ZK Polygon va permettre effectivement de gagner en scalabilité, hein. Là, on a un réseau qui quelquefois peut paraître un peu vieillissant par rapport à des réseaux beaucoup plus nouveaux, donc tels qu'Arbitrum, Optimism, etc. Là, effectivement, il va y avoir une sorte de renouveau de Polygon et entre-temps, Polygon a déjà attiré un certain nombre d'entreprises. Donc, je pense que c'est un réseau qui est loin, hein, très loin d'être mort. Alors, on voit aussi que par exemple Sandbox a choisi de migrer sur Polygon, c'est aussi pour cette raison, hein. Parmi les layers 2, c'est sans doute le réseau le plus porteur pour justement attirer des entreprises de la finance traditionnelle du Web 2 vers le Web 3. On change de news et on passe maintenant à crypto.com. Donc crypto.com, hein, pourquoi je voulais en parler? Parce que donc après un certain nombre de rumeurs, de FUD, en fait crypto.com a dévoilé donc ses preuves de réserve, donc pour montrer que justement il possède assez de capitaux pour supporter finalement les avoirs de ses utilisateurs et donc serait prêt à supporter un retrait même relativement massif de ses utilisateurs. Donc on voit bien effectivement que la part USDC, BTC et Ether, hein, représente donc on est à 50-70% de ces actifs. Alors évidemment, beaucoup avaient donc un peu souri à la part du Shiba Inu et aussi hein, de l'Elon. Euh, ça s'applique aussi pour une raison assez précise, c'est que de par le nom, un crypto.com, pour quelqu'un qui ne connaît pas les crypto-monnaies, s'il tape crypto, il va tomber très vite, hein. C'est un peu l'avantage qui peut être aussi un défaut de crypto.com, de finalement d'être visible par un très grand nombre d'utilisateurs qui ne connaissent quasiment rien aux crypto, hein. Ils font aussi beaucoup de publicité. Par exemple, pour ceux qui regardent la Coupe du Monde, sur certains stades, on peut voir effectivement des pubs crypto.com. Donc, ce qui fait que justement, quelqu'un qui ne connaît pas va aussi, justement, parce qu'on en parle, les médias en parlent beaucoup, justement, pouvoir se tourner vers des même token. Donc ça explique aussi hein, finalement pour un utilisateur lambda entre le SHIB, l'Ether et le BTC, il n'y a peut-être pas trop de différence. Donc c'est ce qui explique l'état des réserves. Mais au moins, donc crypto.com a voulu rassurer sa communauté en publiant donc sa preuve de réserve. Donc c'est déjà un bon point par rapport justement à la méfiance qui s'est installée sur les échanges décentralisés depuis quelques temps. Et enfin, donc dernière news, on change de réseau et on passe à Cardano. Un Cardano qui est finalement un réseau dont on parle très peu et je dirais finalement très peu dans sur le marché français. Alors, il faut toujours faire attention à un peu, veut dire, le prisme sur lequel on regarde le marché crypto, hein. J'essaie de m'efforcer quand je regarde un peu les tendances, de regarder autant ce qui se passe plutôt du côté anglo-saxon, mais aussi du côté asiatique.
pour voir effectivement les grands sujets dont on parle. Et quand on regarde sur Cardano, par exemple, on peut prendre un site comme CryptoPanic qui montre un peu les grandes tendances sur les news. Et quand on regarde le site CryptoPanic, eh bien, on voit qu'il y a beaucoup d'articles sur le terrain anglo-saxon, donc sur Cardano. Donc, contrairement plutôt à ce qui peut se passer en France et en Europe. Donc, on a effectivement le réseau Cardano est pas assez visible et donc finalement on a toujours l'impression qu'il ne se passe rien et on peut s'étonner effectivement de sa place. Alors évidemment, il ne faut pas nier le fait que le réseau a des difficultés, donc son développement est peut-être plus long que prévu, hein, même s'il y a eu la mise à jour Vasile qui a eu lieu au mois de septembre, qui a été effectivement beaucoup moins visible que la mise à jour The Merge d'Ethereum, mais qui permet une accélération du réseau, de faciliter le déploiement des applications. Donc voilà, ça se construit peu à peu. Je vais parler de Cardano un peu plus tard, quand je pense faire effectivement des émissions métavers et je vais parler effectivement des projets qui se développent sur Cardano, hein, puisqu'il y a plusieurs projets métavers qui se développent sur Cardano, donc qui finalement, paradoxalement et proportionnellement, on pourrait dire, il y a plus de projets métavers sur Cardano que sur d'autres blockchains qui pourtant sont plus dynamiques. Donc ça montre bien qu'effectivement il y a un vrai intérêt de la part des développeurs, hein, des développeurs métavers pour ce réseau. Par contre, effectivement, on a d'autres difficultés qu'il va falloir surmonter. En particulier, je voulais en parler par rapport au stablecoin, donc présent sur Cardano. Il n'y a pas encore de stablecoin natif, donc évidemment, c'est un gros problème pour l'émergence d'une véritable finance décentralisée, hein, sur Cardano, puisque évidemment les transferts de liquidités ne peuvent pas se faire, que ce soit sur un DEX ou sur un protocole de lending, sans ces stablecoins. Et en fait, il y avait un stablecoin qui devait arriver, donc vraiment de manière très très proche, hein, de manière imminente, grâce à l'équipe de Ardana. Malheureusement, donc c'est un article que j'ai sorti hier. L'équipe d'Ardana donc a annoncé la semaine dernière qu'elle arrêtait son projet, donc justement à cause d'une insuffisance sur les fonds de réserve et parce que finalement le projet en un sens s'éternise. Donc voilà, ils vont être obligés effectivement d'arrêter et ils indiquent bien que effectivement ça reste difficile, hein, de construire sur le réseau Cardano. En fait, bon, bref, on est effectivement sur un réseau très différent des réseaux EVM, donc nouveau langage, nouvel environnement, et en effet, il faut vraiment repartir de zéro. Donc c'est aussi ce qui explique, hein, on veut dire, la lenteur. Sans doute que quand il y aura ces bases, ça pourrait aller plus vite, mais voilà, pour l'instant, il faut vraiment partir de zéro. On le voit bien aussi avec un autre projet, Orbis, qui voulait construire un layer 2 avec les ZK Rollup. Alors, on pourrait se dire pourquoi déjà un layer 2, effectivement, que le layer 1 est sous-utilisé. En fait, dès le début, Cardano a considéré, hein, et maintenant je pense qu'on est justement, on est passé au-delà de cette croyance qu'effectivement les layer 2 c'était simplement pour corriger l'insuffisance du réseau Layer 1, hein, c'est ce qu'on disait vis-à-vis d'Ethereum, plutôt dans les années 2019-2020 jusqu'au sans doute premier semestre 2021, on n'y est plus, hein. On sait bien que maintenant effectivement on parle même quelquefois par exemple, pour Ethereum de Layer 3. On est effectivement maintenant plutôt du fait qu'il va y avoir un étagement quasiment nécessaire des blockchains selon les besoins. Et donc, sur Cardano, il était clair que dès le début, il fallait aller vers les Layer 2. Et là, effectivement, on a malheureusement un projet de Layer 2 qui annonce aussi qu'ils sont obligés d'arrêter leur développement. Alors, néanmoins, il y a quand même finalement des choses qu'on pourrait dire
positives. Il y a déjà le fait que SundaeSwap, donc qui est un des DEX principaux, hein, sur Cardano, donc le troisième en termes de TVL, on- euh, qui sont peut-être un des plus connus, hein, même hors de l'écosystème Cardano, qui propose finalement à l'équipe d'Ardana de racheter finalement ce qui a déjà été fait pour effectivement finaliser lui-même donc le stablecoin. Donc c'est assez encourageant. Et si c'est le cas, SundaeSwap deviendrait finalement un des hubs DeFi centraux, hein, sur Cardano. Autre point positif, c'est justement le fait que la société donc DC Spark, donc qui avait déjà lancé au printemps dernier le rollup VM Milkomeda, donc qui avait fait parler de lui pendant quelques semaines, hein, pas plus longtemps malheureusement. Il avait fait parler de lui parce qu'effectivement, grâce au rendement qui était donc disponible sur les DEX qui s'étaient lancés, hein. Donc, ce qui a attiré un peu la liquidité pendant quelques temps. Ils viennent aussi, donc c'est une société qui se propose de lancer des roll-ups sur des blockchains justement qui n'en ont pas pour l'instant. Ils ont lancé il y a quelques temps donc un roll-up VM sur Algorand qui n'a pas du tout fait parler de lui, hein, avouons-le. Et donc DC Spark se propose de construire un ZK Rollup sur euh, Cardano, excusez-moi. Et donc là, effectivement, vous voyez bien qu'entre SundaeSwap et DC Spark, on peut effectivement avoir des compensations sur les deux arrêts, hein, de d'Adana et de Orbis. Et enfin, concernant un stablecoin, il ne faut pas oublier, hein, c'est un projet, donc j'ai fait aussi un article dessus. Il y a un projet de stablecoin créé par donc le réseau quotidien, donc il y a un réseau peut-être trop méconnu, hein, pourtant qui, je pense effectivement qui va prendre de l'importance, donc qui en fait qui construit finalement un réseau où justement il pourrait y avoir une multitude de sous-réseaux pour des projets particuliers, des besoins particuliers, entreprises ou autres. Et parmi ces sous-réseaux, donc on en a un qui est créé pour justement donc le déploiement du JED, donc qui va être un stablecoin algorithmique et collatéralisé, hein, justement à partir donc de l'ADA et donc d'un autre token, hein, le Shen, qui va être effectivement la monnaie de réserve du JED. Voilà, donc on a effectivement un mécanisme, hein, où les deux tokens finalement vont permettre une sorte d'équilibre pour justement permettre le PEG du stablecoin. Donc ça devrait aussi arriver euh, très vite et se déployer sur Cardano. Donc ça va permettre effectivement d'avoir un stablecoin natif et je vais suivre ce projet, hein. C'est un projet effectivement assez intéressant, assez ambitieux, hein, surtout quand on connaît les déboires de l'UST et donc effectivement d'un stablecoin algorithmique, hein, qui fonctionne effectivement en duo avec un autre token. Donc on va voir effectivement comment celui-ci va fonctionner et s'il va réussir à se maintenir. En tout cas, l'équipe de Coty, c'est vraiment une équipe très très sérieuse, hein, qui construit vraiment patiemment son projet. J'avais fait un article donc dessus que vous pouvez retrouver donc ici. Il y a déjà quelques temps. Je vous conseille de regarder. Donc c'est un article assez long, hein, et assez technique, hein, puisque déjà souvent on connaît pas effectivement ce que c'est qu'un DAG par rapport au blockchain, hein, donc c'est une architecture assez différente, hein, donc c'est pas une architecture linéaire qui va utiliser d'autres moyens de validation et aussi effectivement d'autres manières de construire effectivement les tokens. Donc voilà, je vous conseille effectivement de vous y attarder, hein, si vous voulez un peu surveiller, hein, tous les réseaux qui risquent effectivement de faire parler d'eux dans les prochains mois et les prochaines années. Donc voilà pour cette première émission sur la chaîne Tendance Crypto. Donc je vous remercie de m'avoir suivi.
Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. Je vais mettre en replay donc cette émission sur YouTube. Donc de même, n'hésitez pas à euh, vous abonner sur la chaîne YouTube, à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à la commenter si vous avez des questions sur les différentes news que j'ai abordées aujourd'hui. Au revoir.